Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Ça parle culture, moto, nanar, rencontre extraordinaire et c'est le cas ce soir avec Fabien et Cécile. Merci Fabien et Cécile d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Et vous m'avez raconté une anecdote qui me plaît beaucoup, c'est que cette moto, la Versys 300, en avril 2019, vous étiez avec l'ingénieur japonais Wada-san au Japon, au siège de Kawasaki, avec votre moto. Et le mec vous disait « Waouh, je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça ». Ouais, c'est ça, c'était en août 2019. Août 2019. Effectivement, on a eu l'occasion d'aller visiter Kawa là-bas. Ouais. Ils nous ont fait la surprise de nous faire rencontrer l'ingénieur qui avait bossé sur cette moto et qui a vu notre voyage et qui nous a traité de tarés. De tarés, c'est ouais, bon ça, quand l'ingénieur ça. qui fait la moto te dit mais c'est complètement con d'être venu aussi loin avec cette moto que j'ai moi-même conçue, et pas une moto mais deux motos puisque vous étiez tous les deux sur la route autour du monde. Fabien et Cécile, vous avez fait un tour du monde en 2019 en Versys 300, Paris, Cap, Planès, Vladivostok, quelques petites escapades, Corée, Japon, machin, Canada, États-Unis et reparis. Paris. Comment vous est venue cette idée? Le voyage, c'est plutôt mon Toi, expertise. tu bossais dans le voyage, dans une agence de Voilà, voyage. j'étais en agence de voyage ouais. Et surtout, depuis toujours, mon rêve, c'est de faire un tour du monde. J'ai rencontré Fabien, je lui ai dit « Salut, je m'appelle Cécile, je vais faire un tour du monde ». Et il t'a dit ouais, super. Au début, il était là-haut, d'accord, c'est original comme projet, on va voir. Ouais. Et Fabien, lui, il a plutôt apporté la partie moto. Ouais. Donc, avec notre complémentarité, on a décidé de faire un tour du monde. Donc, un vrai partage des rôles. Fabien, la moto, toi, si j'ai bien compris, la logistique, les visas, l'organisation. Et tous les deux, vous avez décidé de faire un tour du monde en Versys 300. Pourquoi une Versys 300 ? On voulait quelque chose de simple, pas trop lourd, pas trop cher non plus. Et, pas trop pas trop, parce que on voulait la même moto pour les deux déjà, ça on peut le dire. Pour faciliter les questions de pièces. Exactement, pas emmener des pièces pour deux motos différentes, etc. Même toute la partie apprentissage qu'on fait en faisant de la mécanique petit à petit, ça sert pour les deux motos. Donc on voulait une moto pour les deux, donc il fallait que ça corresponde aux deux gabarits, à notre budget, à ce qu'on voulait en faire. Et puis on s'est dit que de toute façon, nous on n'a jamais fait de off-road. Avant ce voyage-là, on ne connaissait pas, on n'avait jamais mis les roues dans la boue ou dans du sable. Donc on savait qu'on allait devoir en faire et qu'on n'allait pas rouler vite, du coup, on serait chargé. On n'avait pas besoin de 150 chevaux pour rouler à 30 à l'heure. Donc on a regardé ce qui se faisait sur le marché et finalement il y avait deux motos qui restaient en bas de la ligne. Celle-là et la CB500X chez Honda, qui était à l'époque et peut-être encore aujourd'hui encore avec des jantes à bâton. Donc ça l'a éliminé en fait à cause de ça. Mais voilà, il y avait ces deux choix-là. Donc c'est vous qui avez acheté les deux Versys 300 vendus en France? À peu près, je pense qu'il y a 50% du parc. C'est ça, j'allais dire, il y a peut-être deux ou trois autres Vous étiez motard avant, Cécile, tu faisais de la moto aussi, vous avez fait de la moto avec Fabien, comment ça s'est fait cette histoire de motard? On a fêté nos 10 ans de permis en voyage. D'accord. Donc on fait de la moto depuis toujours, depuis qu'on se connaît. C'est pas ce qui nous a forcément réunis, mais c'est une passion commune. Déjà le voyage à moto. Et le tour du monde, le passage en off-road, c'était le petit challenge supplémentaire sur l'aspect moto, parce qu'on n'avait jamais roulé dans la boue ou sur de la piste. Donc c'était une passion commune à la base. Alors comme tu étais toi dans le voyage, c'est toi qui as fait l'itinéraire ou c'est vous tous les deux? Comment ça s'est fait? Et la deuxième question en corollaire, c'est cette idée de off-road, c'était une obligation, c'était une nécessité, c'était une envie, ou parce que dans certains endroits, il n'y avait pas le choix, il faut passer par de la piste, bouffer de la caillasse, bouffer du sable, sinon tu n'avances pas? Sur le parcours, on a un peu fait notre wish list, les endroits où on avait envie d'aller. On s'est un peu engrainé parce qu'à la base, on n'était pas parti pour un tour du monde. Engrainé, ça veut dire quoi? On s'est entraîné, quoi. Moi, je voulais absolument aller au Baïkal, c'était mon rêve. Donc, Baïkal, c'est à peu près la moitié du parcours entre ici et Vladivostok. Et Fabien, il a dit, si on va au Baïkal, moi, je veux passer par le Pamir, parce que ça me fait rêver. Autant aller au Pamir. Après, on arrive à Vladivostok, je me suis dit, si on va au bout de la Russie, on va au Japon, c'est juste à côté. Bon, bref, et on a fini par faire le tour, parce que c'était pas forcément prévu comme ça à la base. Maintenant, l'itinéraire il s'est décidé à deux. L'idée, c'était d'aller aussi au plus simple par rapport aux formalités, pour éviter les zones où tu galères pour avoir des visas. Et voilà, grosso modo. Ouais, faut imaginer qu'on a ouvert un planisphère, on a dit moi je veux aller là, toi tu veux aller là, on va aller là, voilà. On a tracé des lignes entre les deux et puis on s'est dit tu regardes les contraintes et puis après tu adaptes. C'est ça. Ça a l'air assez simple finalement quand on vous écoute. C'est simple. C'est combien de soirées, de discussions, beaucoup, de travail? Beaucoup, mais c'est des bonnes soirées. Donc en fait, c'est pas une contrainte.
Ça passe tout seul. T'es mieux là que devant Jean-Pierre Foucault quand même. Ah ouais, ça avec une bière devant ton PC à tracer ton itinéraire et pas meilleure soirée. D'accord, c'est bon. Et sur ta question sur la piste, la route, effectivement, il y a des endroits où on n'a pas le choix. Donc vaut mieux être préparé à toutes les opportunités. Et on a fait quand même une petite partie de piste, notamment en Asie centrale. Vous sauriez évaluer le pourcentage de pistes dans ce que vous avez fait? On a peut-être Ce serait difficile. 30-40%. Ah, c'est pas rien. Ouais, j'ai un tout petit peu moins, peut-être, mais 30%. Un peu moins. Après, il y a aussi... de 38 000 km, ça fait quand même 10 000 bornes de caillasse. Ouais, après, donc il y a des endroits où, effectivement, tu n'as pas le choix. Dans le Pamir, effectivement, tu n'as pas de route. Il y a des moments où on a cherché aussi. Il y a des moments où on cherchait parce qu'on voulait aller dans des endroits où tu n'as que de la piste, quoi. Mais c'était volontaire parce qu'on voulait y aller. Là. Et souvent, c'est les meilleures expériences parce que c'est là où tu as moins de monde. Ouais. C'est là où tu es vraiment paumé en pleine nature. Enfin, nous, c'est ce qu'on cherche aussi. Et quand tu poses ta tente à un endroit paumé, que tu travailles le matin, tu as une vue super, les motos qui sont là. Enfin, je sais pas, c'est des bons matins, ça. Alors justement, dans l'itinéraire que vous avez fait, ça part par l'Europe de l'Est, ensuite un peu la Russie, et ensuite vous descendez dans tout ce qu'on appelle les stans, donc Ouzbékistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan. Ouais. Moi, j'ai une espèce de fantasme absolu sur ces régions-là, une espèce de rapport au paysage, à la solitude, aux grands espaces. Ça vaut le coup d'y aller? Ah bah, complètement, je pense qu'on est d'accord là-dessus tous les deux, c'est un des plus... c'est un grand endroit, parce qu'on parle de beaucoup de pays, mais c'est une des régions qui nous a marqué le plus parce que déjà, culturellement parlant, c'est très éloigné de ce qu'on connaît nous ici. Et puis aussi au niveau paysage, quoi. Enfin, tu as du désert en Ouzbékistan à perte de vue où tu vas crever de chaud, et tu as des montagnes à plus de 4000 mètres au Tadjikistan. Et donc oui, ça marque parce que tout ça, finalement, dans un espace qui est très concentré. Et ouais, c'est juste magnifique. Et t'as vraiment le côté tranquillité. En fait, t'es pas envahi par les touristes. C'est assez exclusif comme destination. Tu vois pas grand monde, et ça te permet de rencontrer de façon un peu plus. C'est ça. Un peu plus. Un peu plus naturel. Le contact avec les autres se fait plus naturellement que si tu te retrouves dans une destination touristique où tu es tout de suite tagué touriste. Et ça n'a pas de prix en fait. Ouais, parce qu'il faut bien imaginer que les gens, ils te voient arriver, ils savent que t'es un extraterrestre pour eux. Déjà, tu as une Versys 300. Personne ne sait que ça existe, tu vois. Déjà en France, t'es un extraterrestre. En France, on sait pas ce que c'est. Alors là-bas, encore moins. En Tadjikistan, encore moins. Et donc, du coup, quand le temps qu'ils comprennent qui t'es, d'où tu viens, ce que tu fais et pourquoi tu es là, quand tu leur dis, mais je suis là juste pour vous voir vous et voir le pays, votre pays, quoi. Ils sont fous, enfin, ils sont admiratifs. Et du coup, ça crée des liens naturellement, quoi. Et tu as accès à des gens qui sont juste eux-mêmes ravis de pouvoir partager avec des gens qui cherchent à connaître leur culture. Et tu as un échange sincère qui se crée facilement. Alors justement, en fait, toi Cécile, tu parles un petit peu russe, ça a peut-être pu vous aider dans toutes ces républiques d'Asie centrale. Vous étiez en autonomie avec tente, chaise de jardin, etc. machin, mais tu disais, en fait, une fois sur 5 à peu près, vous étiez accueillis chez l'habitant en mode à l'improviste, par pure générosité, quoi, y compris dans ces pays-là. Clairement. On ne pouvait pas faire une journée de roulage sans être invité à manger, à prendre le thé et effectivement parfois à dormir. Après, il faut laisser sa nuit à la chance parce qu'on ne sait pas trop. Des fois, on suit des potes qui suivent d'autres potes et puis il faut être curieux, quoi. C'est pas obligé que ça se passe comme ça, mais on a toujours fait des super rencontres. Et une ouverture on nous a tellement donné que c'est difficile de concevoir comment rendre, quoi. Surtout en France. Pas de mauvaise surprise, pas de moment craignos, pas de... Aucun. On n'a jamais eu peur pour nous ou pour les motos, pour les affaires. On nous a jamais rien piqué sur les motos parce qu'on était en bagagerie de soupe. Et ça a une des craintes de la bagagerie de soupe, c'est que tout le monde peut l'ouvrir et piquer tes affaires dedans. C'est pas joué comme du rigide. Et on nous a jamais rien piqué. On a laissé nos motos plusieurs jours. En barbe d'Ukraine, en plein ce qu'on appellera ici une cité, si tu veux, en termes de bâtiments et de Alors l'urbanisme à la soviétique est quand même plein de charme. Voilà, exactement, il y a plein de nuances de gris. Exactement. Et finalement, non, il s'est rien passé. On pourrait parler des heures de votre voyage. Malheureusement, le temps nous est compté. Et Fred, derrière la caméra, c'est du porte-montage, donc merci à lui. On change de continent, arrivé en Alaska, Canada, machin, 2 salles, 2 ambiances. Comment c'est la vie de l'autre côté du détroit de Bering? Alors on n'a pas fait Alaska, on a fait directement le Canada parce qu'on est arrivé à Vancouver. Hein. D'accord. Et Vancouver, là, on est parti dans les Rocheuses, encore plus au nord. Et là, c'était
magnifique aussi. Hein. C'est beaucoup plus touristique par contre, parce que tu as beaucoup plus de Canadiens, voire d'Américains qui voyagent avec leur gros camping-car. Une fenêtre de long. Donc bon, c'est pas le même trip, même délire quoi, mais par contre les paysages sont magnifiques aussi, ça à faire aussi. Moi, ce que j'ai apprécié sur le Canada et les États-Unis, c'est quand même la place qui est accordée aux loisirs motorisés, surtout aux États-Unis, et donc tu peux très facilement faire des pistes sans qu'on t'embête avec des panneaux, t'as pas le droit d'y aller, enfin bref, c'est quand même assez ouvert. Et tu peux aussi très facilement t'éloigner des axes touristiques et te retrouver à faire de la piste au milieu de nulle part. Et le soir, ton petit bivouac, t'as ta petite table de camping, enfin, t'as quand même un peu de confort, t'as des lieux adaptés, donc t'as un côté sécurisant et en même temps complètement nature, assez fou et vraiment sublime. Vraiment, par contre, faire attention au Canada aux ours. Avec les ours. Pas du camping, parce que là-bas, il y a vraiment beaucoup d'ours. En Russie et il y en a aussi en Russie, mais finalement, c'est au Canada où on a été le plus confronté, non pas qu'on en ait vu, mais tu as des panneaux de rappel partout dans tous les campings, fais attention où tu bouffes, jette pas ta. Parce qu'ils peuvent venir vous piquer on en a vu, mais pas sur les bivouacs. Non, c'est ça. On n'en a pas croisé au réveil dans la tente. D'accord. Aussi un côté quand même nature qui est assez fou aux États-Unis et au Canada, qu'on sous-estime, je pense. Comment on se prépare pour un voyage comme ça en termes d'équipement, en termes de tenue? Est-ce que vous avez testé des choses ou est-ce que vous êtes parti avec votre jean, vos baskets, votre kawaii et voilà? De toute façon, la meilleure préparation, c'est de tester, effectivement. Si on a déjà une tenue, je pense que c'est de partir en vacances, même en France. Enfin, peu importe la destination, finalement, il n'y a pas besoin d'aller loin pour tester si c'est bien étanche, si on est confortable dedans, après une journée de roulage. Pareil pour le casque aussi, des fois, si on fait que des courts trajets aujourd'hui, mais que demain on prévoit un long voyage, vérifier qu'on tolère le casque toute la journée, voire 2 journées de suite, etc., qu'il n'y ait pas de point de difficulté. Et du coup, nous, on a adapté, on a acheté un équipement pantalon, veste pour le voyage, qu'on a encore aujourd'hui. Parce qu'on voulait quelque chose qui soit vraiment confortable, étanche et costaud aussi, parce qu'il faut que ça résiste à des mois d'utilisation continue. Et aux gamelles. Avec pas mal de gamelles. Donc ça, on a investi, et puis on est parti en voyage de test avec l'équipement, les motos, le chargement complet pour voir ce que ça donne. Vous avez testé 3 semaines au Maroc avant de partir sur ce tour du monde. C'est ça. Et ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. On a revu le chargement de certains trucs, parce qu'on s'est dit, des trucs qui rentraient dans une sacoche, ça paraissait une super bonne idée dans le garage, et puis après à l'utilisation, en fait, c'était pas du tout... on s'améliore avec le temps, et puis on voit ce qui est adapté. Mais il faut s'entraîner, faut le faire, et pas forcément 3 semaines au Maroc, mais il faut partir... tester. Il faut tester d'abord. D'accord. Alors vous n'étiez pas du tout, on en a parlé, vous n'étiez pas du tout réseaux sociaux, influenceurs, blogueurs, etc. Donc, on ne l'est toujours pas. Vous ne l'êtes toujours pas. Mais c'est tout à votre honneur. Du coup, il n'y a pas de contrat publicitaire, vous n'avez pas cherché à vous faire sponsoriser. Donc on est complètement libre sur ce qu'on peut dire. En termes d'équipement, vous avez pris quelle marque et est-ce que c'était bien? Alors pour la tenue dont je parlais, pantalon, veste, on est parti chez Klim. Klim. Qui est extrêmement haut de gamme en termes de tarifs, c'est très très cher. Ça vaut le prix d'une moto. Ça vaut presque le prix d'une Kawa 300. C'est ça. En tout cas, les 2 tenues cumulées. Et donc on s'est longtemps posé la question, savoir si ça valait vraiment le coup d'investir. Donc on a finalement décidé de le faire. Les équipements en soi ont tenu le coup, ils étaient parfaits pour le voyage. Après, est-ce qu'il y a moyen de trouver aussi bien pour moins cher? On ne sait pas, peut-être. Est-ce que ça vaut le prix que c'est vendu? C'est ça la vraie question. D'accord. Écoutez, en tout cas, ça vous a fait le voyage et ça fonctionne encore. Et ça roule toujours. Et ça roule toujours. Et là, le fait est qu'effectivement, tous les deux, on a dû contacter le SAV en rentrant pour les problèmes d'étanchéité. Ils ont changé sans trop te poser de questions. Donc, au niveau pneus, on voit souvent les routards au bout du monde avec des pneus partout sur la moto, pas vous. L'avantage de la Versys, elle n'est pas puissante, elle n'est pas lourde, donc les pneus durent longtemps. C'était du Haideno, c'est ça? Ouais, 460. Et ils ont fait, tu m'as dit, j'ai changé les pneus au Japon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas mal ça, tu pars de Paris, tu changes tes pneus au Japon, ça le fait quand même. C'est ça. Et ça, c'est aussi un truc qu'on a appris avec le voyage au Maroc, parce que voyage au Maroc, c'était notre premier grand voyage, en tout cas off-road, et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes d'usure de pneus. Donc moi, j'étais parti avec un train de pneus autour de mes sacoches en plus. Ça m'a fait chier, c'était lourd, et ça m'a servi à rien parce que les pneus, ils ne se bouffaient pas finalement. Donc ça m'a permis de voir que non, je ne partirais pas avec un train de pneus en rab sur la bécane. D'accord. Ça n'avait pas intérêt. Mais c'était quand même un pari, parce que le Japon, c'est quand même pas à côté. Tu te dis, je pars de Paris, il faut que ça tienne 20 000 bornes. Alors, j'avais pas l'assurance que ça tienne jusqu'au Japon. Je savais que j'avais des points intermédiaires au milieu, en Russie notamment, où je pouvais acheter des pneus s'il y avait besoin. Donc c'est juste qu'à force de s'arrêter, quand on s'arrêtait dans les grandes villes comme ça, on regardait l'état des pneus,
on voyait que ça pouvait encore durer, et puis ça a tenu jusqu'au Japon comme ça. D'accord. Cécile, un message d'espoir pour toutes les filles qui voudraient faire des grands voyages à moto? Tout est possible, hein, il faut le vouloir. Just do it. C'est ça. Voilà. Ouais. Après, moi j'étais bien accompagnée aussi, il y avait une bonne complémentarité et ça c'était Pas chouette. d'embrouille, pas de divorce, tout ça pendant le voyage? Non. Non, Non. Le fait est comme on n'est pas mariés, il y avait pas de Voilà, divorce. c'est l'avantage, c'est sûr. D'accord. Mais non, pas d'embrouille. En fait, la clé, c'est quand même, quand on part en couple comme ça, c'est de bien communiquer. On parlait des intercoms tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ouais. C'est intercom ou pas, mais l'idée, c'est d'avoir un moyen de communication et de prendre le temps de communiquer. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, la même condition physique. En fonction des jours, ça peut tourner, c'est pas forcément toujours les mêmes. Et il faut toujours s'adapter à celui qu'on peut le moins. Il ne faut pas pousser l'autre, faut pas fixer des objectifs que l'autre ne peut pas atteindre. Ça passe vraiment par la discussion. Ouais. Surtout dans les moments de grosses températures, de pistes difficiles, dans ces moments-là, c'est plus compliqué. Bah oui, c'est toujours une situation plus compliquée que ça met les tensions à rude épreuve. En fait, le pire qui puisse arriver, c'est dans cet exemple-là, c'est de pousser quelqu'un à dire non, on va jusqu'à la fin de l'étape qu'on s'était prévu, il reste encore, 10 bornes ou 20 bornes, c'est pas beaucoup, et qu'il y a une gamelle à ce moment-là parce que vraiment trop fatigué et vraiment fallait pas, et là on regrette tout parce qu'on peut perdre une semaine ou 2 semaines, voire même de la santé. D'accord. Il y a eu quelques gamelles pendant le voyage, mais pas rien de grave en fait, non? Rien de grave, on en a une un peu plus, avec un peu plus de conséquences. Moi, je me suis blessée une fois, mais c'était pas. Enfin, j'ai pu reprendre la route, donc ça allait. Après, on avait prévu les Garmin InReach en cas de vrais problèmes. Enfin, on avait quand même prévu le coup. Mais sinon, non, c'est des petites gamelles. C'est toujours des chutes un peu idiotes. En tout terrain, c'est ça, globalement? Oui, c'est ça. T'es dans une espèce de boue, une espèce de glace glissante. Bon, on n'est pas des pilotes chevronnés non plus, donc tu fais par rapport au terrain. Un autre message que je peux passer, et pas forcément qu'aux filles, c'est juste faut faire avec son niveau. On n'est pas là pour faire une course. L'idée, c'est d'aller loin, pas forcément d'aller vite, et de profiter du paysage. Donc pas trop près, idéalement. C'est ça, les passages difficiles. En fait, on a tous en tête les gens qui vont se mettre debout sur la moto, mettre les gaz pour passer de la boue, du sable. En roue arrière, comme ça. En roue arrière. Donc non, c'était pas nous. Effectivement, tu peux peut-être te permettre de faire ça quand tu es le week-end autour de chez toi, tu vois. Si tu te gamelles ou si tu casses quelque chose, ça n'a pas de conséquences. Là, en voyage, c'est complètement différent. Tu n'as pas le même état d'esprit parce que tu n'as pas envie de mettre fin à ton voyage à cause d'une connerie comme ça. Donc en fait, ta dignité, tu la mets par terre, tu sors les pieds, tu restes assis sur ta selle, canard, mais ça passe. Tu passes à 5 à l'heure et tu passes comme ça et t'abîmes rien. En tout cas, il y a quelque chose qui me plaît dans votre démarche, c'est cette idée que je qualifierais de décroissance. Parce que j'ai absolument rien contre les gens qui font le tour du monde avec des BM, des KTM à 20 000 €, avec l'équipement de guerrier, tout ça. Mais je trouve qu'une petite moto, en fait, en vrai, il n'y a pas mieux. Et je trouve que cette démarche-là, d'avoir une moto pas puissante, pas lourde, facile à manier, c'est plutôt, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Pragmatiquement, pour être pragmatique, c'est le bon choix. Enfin, c'est le choix raisonnable, pas le bon choix. C'est le choix raisonnable. Si, c'est le bon choix. Parce qu'effectivement, on use moins les pneus, on use moins tout ce qui est consommable, plaquettes, etc. Non, puis vous fatiguez moins, tu vois. Tu parlais tout à l'heure du Pamir, qui est cette région. Tu m'as dit le long de l'Afghanistan, qui est dans les montagnes, c'est un des moments forts de votre voyage. C'est peut-être plus facile avec une 300 qu'avec une 1200, non? Ouais, après c'est aussi une question de niveau. Il y a des gens qui sont très bons, qui arrivent à manier des 1200 comme nous, on ne manie même pas celle-là. Tu vois. Il y en a peu, rassure-toi. Oui, mais ça existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il encore une fois, faut connaître son niveau et pas vouloir faire trop. Ça ne sert à rien. Et prendre son temps aussi, c'est un luxe. D'accord. Prendre son temps, c'est un luxe. J'aime beaucoup ça. Autre question, le budget, parce que l'air de rien, 8 mois sur la route, 38 000 km, des bateaux, des avions, la moto, c'est comment on finance ça? Nous, on a mis de côté depuis longtemps, on se connaît en fait chacun, on a bossé et mis de côté, principalement pour une occasion comme celle-là, mais sans forcément avoir un but qui était éclairé à l'époque déjà. Pour moi, si. Pour toi, un peu plus. Toi, tu voulais faire ça. De toute façon. Donc ça sert à ça. Et puis, on vit pas dans l'opulence en termes de, tu vois, c'est le genre de véhicule qu'on achète même au quotidien. Tu vois, c'est pas on n'a pas de 1200 GS dans le garage parce que, en fait, une 1200 GS équipée, c'est un quart du budget pour deux. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste énorme. Nous, ces bécanes-là, typiquement, pour rester dans l'exemple, ça nous a coûté 5 500 € neuf. Sachant que, pour la petite histoire, sur les 38 000 km, notre vitesse moyenne, c'est 64 km/h. C'est pas nul.
Oui, mais du coup, avec 15 chevaux, ça marcherait aussi. Oui, c'est ça, oui, avec on peut le voir comme 125 vers 6, ça le faisait Exactement. aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, 64, c'est pas nul, parce qu'il y a quand même beaucoup de tout-terrain. Si tu mets 30% de tout-terrain, tenir 64 de moyenne, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Donc voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, quoi. Alors, pour revenir sur le budget, c'était un peu notre philosophie, c'est pas dépenser là où il n'y avait pas besoin. Ouais. On a parlé de la tenue, on a mis cher dedans, effectivement, tout à l'heure, parce que ça, c'est quelque chose que tu portes tous les jours. C'était pas confortable si tu prends la flotte à chaque fois, ça va terminer ton voyage, c'est dommage. Mais il y a plein de choses sur lesquelles tu peux gratter. Nous, on avait une tente, on essayait de camper quand il n'y avait pas le choix ou quand l'hébergement en dur traditionnel était beaucoup trop cher. Et donc on avait toujours une option low cost. Si on voulait adapter le budget, si on avait dépassé la veille, parce qu'on s'était fait un hôtel pour se faire plaisir, tu passes 3 semaines, ou une semaine derrière en hôtel pour compenser ton budget, quoi. Quand on rentre en France, c'est violent, non ? Après avoir passé 8 mois sur la route, on parlait tout à l'heure de la notion de densité de population, vous étiez sensible au fait que être seul au monde parfois, ou être avec peu de gens, c'était quand même vachement cool. Je partage un peu cette idée-là. Quand on revient à Paris, c'est violent, non ? C'est ce que tu dis, c'est la densité. Tout de suite, ça peut mener à plus d'incivilité. Et quand tu te prends ça de face, c'est compliqué. Après, dans notre cas, le retour était chouette aussi parce que tu retrouves les copains, tu revois la famille. Mais tu remets beaucoup en question ton modèle de vie et ton quotidien et le fonctionnement. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie avec le voyage, c'est que ça t'ouvre complètement l'esprit, quoi. Enfin, tu vois comment ça se passe ailleurs et tu dis, tu questionnes un peu comment ça se passe chez toi. Moi, ce qui a été le plus dur, en fait, c'était de voir tout ce qu'on nous avait donné en route et de voir en France, au retour, l'étranger, c'est un peu l'ennemi, c'est l'autre. Il y a un côté... Alors que nous, on était l'étranger et on était accueillis à bras ouverts. C'est ce contraste-là qui m'a le plus heurté quand même en rentrant. Il faut rester optimiste et garder espoir. L'humanité et encore des valeurs. Ça nous a, en fait, ça nous a vraiment redonné foi en l'humanité, ce voyage. Après, tu la repères vite, mais bon, c'est une question d'équilibre. Tu prends le métro, t'as tout perdu, c'est sûr. C'est ça. Le métro, on n'est pas trop adepte. Une dernière question pour finir. Je ne sais plus quel philosophe a dit l'humanité se divise en 2 parties. Il y a ceux qui ont des meubles et ceux qui ont des valises. Quand on a fait un tour du monde comme ça, j'imagine que devenir à nouveau sédentaire, c'est pas simple. Est-ce que le tour du monde, un autre tour du monde, ça vous démange pas ? Un tour du monde, un autre voyage. Voilà, un autre long voyage. Oui, c'est sûr qu'il y aura. Enfin, on essaiera de le provoquer en fonction des circonstances, de ce qu'on peut avoir dans la vie, mais ça titille. Ouais. Et ce serait où ? Ce serait quoi l'itinéraire ? Un itinéraire assez classique qu'on vise, ce serait Alaska, Patagonie, parce qu'on n'a pas du tout fait l'Amérique du Sud. Voilà, ça c'est une des possibilités. Il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était 2 Italiens qui ont fait ça en Laverda 750 dans les années 70. Et les mecs à l'époque, alors les équipements moto à l'époque c'était un kawaii et des tongs, tu vois. Et les mecs n'avaient pas compris que l'Amérique du Sud, l'hiver, il faisait -12, que t'avais de la neige, etc. Ils avaient des Laverda 750, c'est sympa, mais alors pour faire la cordillère des Andes en hiver, c'est compliqué. C'est un bouquin que je vous conseille de lire. Avant de repartir là-dessus, on pourrait parler des heures de votre voyage et moi, c'est une source d'inspiration que je trouve absolument incroyable. Merci à vous, merci de ce partage d'expérience, merci de cette inspiration que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent. Une petite moto simple, une envie, une carte du monde. Et puis on y va, quoi. C'est parti. Voilà. Le prochain, je viens avec vous. Oh non, pas ça. Il est relou, putain. Soyez prudents. On se retrouve bientôt dans une autre émission sur Motomag. Bisous sur le casque. Une Versys 300, le tour du monde. Et ça, c'est la vie. Merci. Ciao, ciao.